Salut! Bienvenue dans l'épisode 6, si je ne m'abuse, de Black Myth Wukong. Dans cet épisode, on va finir le chapitre 2. Donc il va y avoir un petit peu d'exploration, quelques mini-boss, 2 si je ne me trompe pas, et ensuite on aura le boss final, le sage du vent jaune, qui a été un combat très sympa et dont j'étais assez fière puisque j'ai réussi à le vaincre assez rapidement. Mais donc voilà, pour l'instant, nous sommes juste après le combat contre le tigre de l'avant-garde, qui jusqu'à présent a été le combat le plus difficile que j'ai fait dans ce jeu. Là, au moment où j'enregistre mon commentaire, j'en suis, je pense, à peu près au milieu du chapitre 3. Et donc voilà, une fois qu'on a vaincu le tigre, on peut commencer à explorer une zone qui se trouve derrière son temple. Et donc, c'est là qu'on va aller pour l'instant. Donc après avoir vaincu le tigre de l'avant-garde, j'ai gagné suffisamment de volonté pour me fabriquer un nouveau bâton qui s'appelle le bâton nuage de pierre et qu'on peut débloquer en arrivant à battre le boss Shigandang. Et c'est un bâton qui m'a été bien utile puisque je l'ai gardé jusqu'au milieu du chapitre 3. Là, lors de ma dernière session, je viens à peine de le changer pour un autre. Et donc j'ai vaincu plusieurs boss assez important avec lui. J'ai fini le chapitre 2 je pense à peu près à 100% puisque j'ai fait toutes les zones secrètes, tous les boss cachés, toutes les quêtes secondaires qui étaient dedans. Également dans le chapitre 1 puisque j'y suis retournée pour affronter un boss caché qui n'était pas débloquable avant d'avoir fait le chapitre 2. Et donc on peut passer d'un chapitre à l'autre en fait. Une fois qu'on termine un chapitre, on est téléporté dans un monde différent, mais on peut ensuite retourner dans le monde d'avant si on a envie de finir des choses dans l'univers du chapitre précédent, donc ça c'est bien. Et alors par contre le boss caché que j'ai fait dans le chapitre 1, il s'agit d'un dragon, le Long Rouge. J'ai enregistré le combat que j'ai fait contre lui, mais je ne l'ai pas inclus dans ma dernière vidéo. C'est un dragon que j'ai affronté avant le tigre de l'avant-garde, mais je n'ai pas inclus son combat parce qu'en fait j'avais beaucoup de choses à montrer dans cette vidéo, notamment parce que le combat contre le tigre et contre le Long Noir ont été très longs. Et en fait, j'ai décidé de finalement ne pas mettre le combat du Long Rouge, qui était beaucoup plus court, alors qu'il était sympa aussi, mais voilà, c'était un boss un peu moins difficile. Et j'avais pas envie que la vidéo soit trop chargée. Et ça me semblerait un peu bizarre de l'inclure maintenant dans cette vidéo, alors que chronologiquement, ça s'est passé avant. Enfin voilà, j'ai un peu hésité, mais donc finalement, je pense que je ne vais pas le mettre. Mais donc, sachez-le, il y a un dragon caché dans le chapitre 1. Alors là, maintenant que j'ai un peu avancé dans l'histoire, j'ai découvert que j'aime beaucoup le sortilège roc solide, enfin solide comme un roc en français. Quand je l'ai débloqué après avoir vaincu le tigre, j'avais le sentiment que ça allait pas trop me plaire, que j'allais probablement préférer le sort de mirage qui m'avait l'air mieux, plus pratique, etc. Mais je suis quand même restée sur roc solide pendant un certain temps. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aime beaucoup roc solide. C'est l'équivalent d'une parade. Sachant que dans ce jeu, on n'a pas de parade avec les armes, on n'a que des esquives, mais le sortilège roc solide fait office de parade en fait, si on l'utilise correctement. Et en jouant avec, je me suis rendu compte que ça me plaisait vraiment beaucoup. Donc je l'ai pas mal utilisé par la suite.
Et là récemment je l'ai simplement rechangé par le mirage parce que dans le chapitre 3 là j'étais dans une zone où le mirage était particulièrement utile. Mais je crois que Rock Solid va sans doute devenir mon préféré finalement parce que c'est très très satisfaisant quand on arrive à faire des bonnes parades avec. Et là en avançant je me rends compte que... Alors j'ai vu qu'il y a eu plein de débats sur est-ce que ce jeu était très difficile ou pas, est-ce qu'il était plus difficile que Elden Ring, est-ce qu'il était plus difficile que je ne sais quoi. Bon, ça j'en sais rien, j'ai pas joué à d'autres jeux de ce type-là. Mais je trouve que c'est un jeu qui est challengeant dans le sens où on a une seule arme, donc on a juste notre bâton. Après il existe plusieurs bâtons différents, on peut le customiser, on a des bâtons de plus en plus puissants, mais on n'en a qu'un seul. Et on n'a pas beaucoup de sortilèges finalement, on en a 4, sachant qu'on en débloque plus que 4, mais on peut en avoir seulement 4 dans le menu d'accès rapide, donc on ne peut pas tous les utiliser au cours d'un même combat. Et du coup ça oblige à vraiment faire avec ce qu'on a, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller se chercher des armes ultra puissantes ou se faire des builds complètement surhumain, j'allais dire. Bon bref, vous comprenez ce que je veux dire. Comme dans des jeux où il y a beaucoup plus d'exploration, où on peut récupérer beaucoup plus d'armes, etc. Là, on a un éventail de choix d'équipements qui est plus réduit et qui oblige à vraiment s'y adapter. Et je pense que c'est là que réside peut-être la principale difficulté de ce jeu. C'est qu'il faut qu'on s'adapte à un choix relativement réduit de possibilités en termes d'armes et de sortilèges. Alors sachant que les 4 sortilèges qu'on a sont quand même plutôt bien efficaces, donc je dirais que c'est pas plus mal qu'on n'en ait pas 50 000. Et puis on a aussi les esprits qu'on peut utiliser, et là les esprits on en a vraiment pas mal au cours du jeu. Donc je dirais que c'est presque là en fait qu'on a le plus de choix. C'est au niveau des esprits qu'on peut décider d'incarner. Parce que les armes et les armures, il y en a un certain nombre, je pense qu'il en existe pas mal au fil du jeu, mais on ne les débloque pas toutes les 2 secondes. Et ça c'est quelque chose que j'aime bien. C'est que... c'est quelque chose que j'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais voilà, on n'est pas submergé par les équipements en fait, on n'en trouve pas toutes les 5 minutes des nouveaux, et du coup on est un petit peu obligé entre guillemets de garder le même équipement pendant un certain temps avant de pouvoir en fabriquer d'autres, parce qu'il coûte très cher en fait, chaque pièce d'équipement, et notamment les différents bâtons coûtent assez cher. Et du coup c'est plutôt pas mal parce que comme ça on peut vraiment bien profiter de celui qu'on a avant d'avoir finalement de quoi en débloquer un nouveau, ou quand on en débloque un nouveau, enfin quand on a suffisamment de volonté pour en débloquer un, donc sachant que la volonté c'est l'équivalent de la monnaie, et ben c'est très satisfaisant parce qu'on l'a attendu pendant longtemps. Là le bâton nuage de pierre, j'ai attendu longtemps avant de pouvoir me le fabriquer, et puis le nouveau bâton que je viens de me faire là, bah finalement il m'a fallu finir le chapitre 2 et faire je pense à peu près la moitié du chapitre 3 avant d'avoir de quoi le fabriquer. Donc ça c'est quelque chose que j'aime bien personnellement, de devoir faire un petit peu de chemin avant de changer d'équipement. Là dans ce chapitre 2 on a donc bien plus d'exploration que dans le chapitre 1, mais ça reste quand même plutôt réduit. On n'est clairement pas sur un open world. On a des petites zones à fouiller, mais pas tant que ça, si on compare à des jeux en monde ouvert. Alors, sachant qu'avec les zones secrètes, on a quand même un petit peu de recherche à faire. On peut facilement passer à côté des zones secrètes si on ne cherche pas de façon assez poussée, ou si on ne va pas vérifier sur internet, comme j'ai tendance à le faire, je l'avoue. Parce que clairement, il y a des zones secrètes. Si j'étais pas allée chercher sur internet où est-ce qu'elles étaient, mais jamais je les aurais trouvées. Enfin, c'est un truc de dingue. Je sais pas comment les gens qui ont écrit les solutions sur ce jeu ont fait pour trouver les premiers ces zones secrètes. Enfin, il y a des trucs, mais c'est pas du tout intuitif. Bah, par exemple,
le mur qu'il fallait casser à côté du boss rat géant. Et jamais de la vie, j'aurais imaginé qu'il fallait faire la transformation en spectréant pour casser ce mur, quoi. Là, avec ce bâton, j'utilisais la posture d'écrasement, puisque c'était spécifié dans sa description qu'il était particulièrement puissant avec la posture d'écrasement. Et je dois dire qu'elle m'a vraiment beaucoup plu. Pendant le début du jeu, j'étais quasiment tout le temps sur la posture de pilier. Mais depuis que j'ai utilisé écrasement, je dois dire qu'elle lui a fait sérieusement concurrence. Elle a un côté plus brutal, qui est vachement satisfaisant en fait, surtout quand on joue de façon un peu plus agressive. Le pilier, il est vachement sympa parce qu'il est très stylé visuellement en fait, il fait des mouvements assez spectaculaires, y compris depuis des grandes distances, etc. L'écrasement est un peu plus, je sais pas comment dire, peut-être un peu moins sophistiqué, mais il a vraiment une force brute en fait, qui est très satisfaisante en combat. Et là maintenant, il faudrait que j'essaye également la posture d'estocade, que j'ai un tout petit peu essayé, mais vraiment pas beaucoup. Donc il va falloir que je l'investisse, que je l'investigue, je veux dire, un petit peu plus, parce que peut-être que je vais découvrir que je l'aime bien aussi. Mais c'est vrai que pour l'instant, je ne l'ai pas encore trop testé. Peut-être que je l'essaierai un peu plus dans le chapitre 3, là, maintenant que j'ai débloqué un nouveau bâton, qui lui n'est pas spécialement efficace en posture, avec une posture particulière. En tout cas, les armures et les différentes tenues sont vraiment super chouettes. Il y a un travail de détail sur tous les motifs, toutes les petites fioritures, etc. C'est vraiment très 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 beau. Les masques aussi sont super sympas. Il y en a qui sont complètement what the fuck. Alors après, bon, des fois il y a des petits bugs. Par exemple, là on voit que le bâton traverse de façon assez peu naturelle la cape qu'il a dans le dos. Bon. Globalement, j'ai repéré des petits bugs graphiques sur le jeu. C'est un truc que j'avais déjà dit, mais voilà. On sent que c'est pas tout à fait complètement peaufiné à certains moments. Mais bon, dans l'ensemble, le jeu est quand même tellement sympa que je ne m'arrête pas trop à ces petits défauts visuels. Je les remarque, mais ça ne me gâche pas mon expérience non plus, quoi. Et la caméra est un petit peu capricieuse, c'est-à-dire que des fois dans les combats, la caméra se coince dans un coin, se coince dans un coin, bon, voilà. Et en fait on voit plus rien de ce qu'on fait, et on peut rester bloqué quand même plusieurs secondes, et quand on se fait assaillir de toutes parts, c'est quand même pas très pratique. Du coup c'est un jeu qui se joue très bien dans les environnements ouverts, mais dès qu'on est dans des environnements un peu plus fermés, des fois on est quand même un petit peu embêté par cette caméra. Après globalement j'aime beaucoup ce jeu pour l'instant. Voilà, j'ai noté quelques petits défauts par-ci par-là, mais c'est une très bonne expérience jusqu'ici. Et je pense que c'est une assez bonne porte d'entrée vers les Souls-like, même si bon je sais qu'il est lui-même n'est pas forcément considéré comme un Souls-like, mais il y a quand même pas mal de points communs, sans avoir le côté hyper frustrant de tout perdre à chaque fois qu'on meurt. Et il y a aussi certains aspects où il est un petit peu plus, comment dire, j'allais dire permissif, bon c'est pas vraiment le terme, mais voilà, la jauge d'endurance remonte quand même assez vite. On a quand même pas mal de moyens de s'en sortir
même quand on est dans des situations un peu difficiles. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne porte d'entrée vers ce type de jeu. Il est parfois difficile, mais pas trop. En tout cas, de là où j'en suis, donc chapitre 3, il y a eu des moments où c'était un peu costaud, mais rien de vraiment insurmontable. Sachant que je n'ai pas du tout d'expérience dans ce type de jeu. Donc je pense que pour quelqu'un qui est habitué aux Soul Games, ça doit même probablement sembler assez facile la plupart du temps. Et donc sur ce pont, on a un mini-boss qui a été vraiment super chiant. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi relou et en fait, il a été très chiant parce que à partir de ce mini-boss, il y a une nouvelle donnée, je dirais, qui apparaît dans le jeu. C'est-à-dire qu'on peut tomber dans le vide. Et alors ça m'a beaucoup pris au dépourvu parce que jusqu'à présent, dans ce jeu, on ne pouvait pas tomber. Il y avait des murs invisibles le long des falaises qui faisaient que même si on essayait littéralement de se jeter de la falaise ou d'un autre endroit en hauteur, on ne pouvait pas tomber. Et à partir de ce boss-là, on peut tomber dans le vide. Voilà, avec une belle... un beau énorme bug de graphisme en prime. Et donc voilà, et là il nous explique, bah si tu tombes de haut, eh ben tu meurs, mais comme si c'était évident, alors que franchement dans tout le début du jeu, c'était pas du tout le cas. Donc j'ai trouvé ça un peu vicieux pour le coup de nous laisser croire pendant tout le chapitre 1 et une bonne partie du chapitre 2 qu'on n'était pas obligé de se soucier de tomber. Et puis là d'un coup de nous balancer par-dessus le pont. C'était pas très sympa. Et en fait, ça reste un peu aléatoire par la suite, c'est-à-dire que même dans le chapitre 3, il y a des endroits où tu as des murs invisibles et d'autres où il n'y en a pas. Et du coup, je ne sais plus jamais quand est-ce que je risque de tomber ou pas. Donc là, j'avais essayé de l'attirer en dehors du pont, sauf qu'évidemment, on ne peut pas, puisqu'on a ce mur invisible qui nous empêche de sortir du pont une fois qu'on a débuté le combat. Les développeurs ont anticipé les joueurs comme moi qui essaieraient de les arnaquer. Et ce qui est vraiment bien, c'est que
il était super chiant, mais on gagne son esprit. Et c'est un esprit que j'ai un petit peu testé en combat et qui était vraiment pas mal, en tout cas dans certaines situations. Dans d'autres situations, il était strictement inutile, mais globalement, c'est quand même plutôt un bon esprit. Et comme vous avez vu, on a gagné un petit objet en réussissant à le vaincre, et c'est un objet qui permet de débloquer une quête secondaire qui donne accès à un boss caché. Donc ça vaut vraiment le coup d'aller l'affronter, même s'il est bien relou. Parce que le boss caché qu'il débloque, alors est un petit peu relou aussi, mais il est vachement sympa, et à chaque fois ces boss là en fait donnent de grosses récompenses, donc ça vaut vraiment le coup d'aller les faire, et ça permet aussi d'augmenter son niveau avant d'affronter des boss obligatoires, et ça peut être quand même bien utile. Bon, donc là, j'ai pas filmé ce truc-là, mais en fait, il faut retourner... enfin, il faut faire des petits allers-retours pour cette quête secondaire avec le facochère. Et donc, en fait, voilà, il faut retourner à l'endroit où on l'a vu la première fois. Et il faut avoir l'objet qu'on a récupéré en abattant le rat géant.身手痛快，如此甚好，与咱同赴古国如何？今人不见古时月，今月曾经照古人。你看，黄金之国也好，落日之国也罢，都已不复存在。传说这里的茫茫沙海之中，曾蛰伏着一只上古巨虫。这巨虫平日里沉睡地底，无踪可寻。一旦醒了，便会钻出来吞噬人畜。偏偏它外壳坚若磐石，寻常刀斧弓弩难以穿透。往来商旅不敢靠近，周边小国更是苦不堪言。
适逢一只黄毛雕鼠下界，途经此地，感应到那巨虫身上似有无上佛力，于是施法镇住巨虫，收为己用。小国国王大喜，将鼠妖奉为护国神圣，更为他建庙塑像，世代供奉。鼠妖图修炼方便，干脆留了下来。后来，鼠妖神功出城，掳走了唐僧，与孙悟空激战于黄风岭，已是风沙蔽日，日月无光。那鼠妖的神风着实厉害，若非灵吉菩萨出手，怕是真经难取。只是没了鼠妖坐镇，古国自是难逃覆灭的劫数。而原本水秀山清的黄风岭，也变成了今天这般模样。慢着！过路的，从哪儿来回哪儿去，再往前，小命不保！吾乃黄风大王部下的前路先锋，今奉大王严命，在山巡逻。这沙海之中有只妖怪，祸害百姓，我家大王正要降服那妖怪，贩夫走卒，不得擅入。 不识祈祷，拿你这凡夫给大王做个人物。Donc lui en fait c'est le père du tigre de l'avant-garde. Pour savoir tout ça il faut lire les différents articles dans le journal. Dans le journal on a plein d'explications sur les différents personnages, leurs liens, leur passé, etc. Donc c'est assez intéressant à lire. Et ils ont vraiment développé beaucoup de contenu par rapport à ça. Donc voilà, ce personnage là c'est le père du tigre de l'avant-garde. Et aussi d'un autre personnage, d'un boss caché que j'ai affronté un peu après. Et il m'a un peu saoulé parce que honnêtement j'avais l'impression qu'il serait plutôt facile. Et en fait il avait une attaque de rugissement qui m'a défoncé à plusieurs reprises. Et comme son fils, il est très très mobile en fait. Ouais, cette attaque de rugissement, elle était vraiment terrible. Je pensais pas qu'il aurait une attaque aussi puissante en fait. Je pensais que ce serait un mini-boss un peu, voilà. Et il m'a posé plus de difficultés qu'il n'aurait dû. Il a l'air de rien vu comme ça parce qu'il est beaucoup plus petit que son fils. Et puis il arrive un peu de façon random. Mais en fait, il est quand même assez redoutable. Ou alors c'est juste moi qui ai été fatigué, mais ses attaques font quand même super mal. Et il est rapide.
你这束棍真凶，看来有大神通。在下斗胆，求高人出手，助我大王降妖。我家大王打灵山而来，不忍见此地百姓受苦受难，出手降妖。只是那妖怪道行不浅，你若肯施予援手，定然事半功倍。大王就在前面，在下修为尚浅，不便前往，还请高人速速赶去。实不相瞒，我洞中还有未成人的2个孩子，不能在此送了性命。黄风大王宅心仁厚，是灵山来的正道弟子，你放心去，结个善缘。黄风大王宅心仁，你放心去，结个善缘。Donc voici la zone secrète avec un boss caché qui nous permet d'obtenir un objet qui facilite considérablement le combat de boss final. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un monde qui se trouve dans le passé. En fait, ces zones secrètes-là se trouvent à chaque fois dans le passé, enfin jusqu'à présent en tout cas. Et donc le personnage qu'on voit au-dessus sur le petit rocher là, c'est le boss final qu'on doit affronter après. Mais c'est ce personnage avant qu'il devienne méchant, on va dire, avant qu'il sombre dans le côté obscur. 虎先锋败了，想必你有几分神通。那妖怪身上不知有何法宝，与我相克，3昧神风都不能伤他分毫。要引那妖怪出来，需要用雷蛊之法。我雷响大鼓，引出巨虫。若你愿前去，待时机一到，夺了他的法宝，我便能施法降服此妖。
Alors ce boss paraît impressionnant vu comme ça, en fait il est extrêmement simple. Je l'ai eu du premier coup et vraiment sans grosse difficulté. Mais il est très stylé, je dirais, dans son apparence et dans ses mouvements et ses attaques. Ça fait partie de ces boss géants qui ont le verrouillage sur les pattes. Et donc en fait ces attaques font très mal, mais elles sont assez faciles à esquiver. Alors ça c'était vraiment abusé, je comprends pas pourquoi cette attaque n'a pas fonctionné. Je pense que c'est parce que j'étais trop loin du point de verrouillage, mais quand même quoi.
在！满城百姓，感谢不尽。Et donc voilà le dompteur de vent, qui est un artefact qu'on peut utiliser contre le sage du vent jaune, et qui est très utile en particulier contre lui. Donc là, on est en train de faire la quête secrète liée à l'objet que nous a donné l'acolyte du tigre, le boss qui était sur le pont. Et en fait, pour bien comprendre l'histoire, encore une fois, il faut aller lire le journal lié à ce personnage qui explique tout le contexte de cette quête secondaire qui sinon est assez mystérieuse. Et donc on doit aller dans différents endroits pour jouer de ce petit hochet, ce qui débloque des informations, et au troisième endroit, ça débloque l'accès à un boss caché. 咦，好厉害！你怎么知道我在这里？这个地方只有我和爹爹知道，嘿嘿。偷偷告诉你，有个帮我治病的好朋友，就住在下面。唉，好久没来，也不知他自个儿的伤养好了没有。嗨，你也一起下来玩呀？ 勾心剑状，还敢顶虎先锋名号，接着做那黄风怪的手下。哼，兄弟又如何？老子早晚要报这个仇。那小孩的爹逃了，正愁没人送吃的来。Bon, donc Tigre enragé, qui porte bien son nom. Boss très bizarre, son aspect était vraiment étrange, on dirait un mélange d'humain et de tigre. Enfin, on dirait un humain hybride déguisé en tigre, je sais pas comment dire. Et donc, alors il avait une part de vie beaucoup plus courte que son frère, le tigre de l'avant-garde. Mais alors ses attaques, c'était vraiment un fou furieux, quoi. Il faisait très mal.
Bon, donc là, c'est mon fameux syndrome du presque premier coup. Ça m'arrive vraiment très très souvent. Hein. Ça m'est aussi arrivé dans le chapitre 3, je pense que ça va me faire ça pendant tout le jeu. D'arriver sur un boss, de presque l'avoir du premier coup. Je ne sais pas ce que j'ai avec ça. Peut-être que le premier échec me stresse un peu et du coup j'arrive en étant moins concentrée. Je sais pas, mais ça m'arrive vraiment souvent. Et c'est bien dommage parce que j'aimerais bien faire plus de premiers coups. Cette attaque de rocher, ah là là, je n'arrivais pas à l'esquiver et donc là, bah voilà, il me restait presque toute ma gourde, mais je n'ai pas eu le temps de me soigner. Erreur stupide. Bon, 3 tentatives. Ça va, c'est pas trop pourri, mais quand même, je pense que j'aurais pu l'avoir à la première. Si j'avais été un peu moins dans la précipitation et un peu plus dans l'observation.
Son esprit est pas mal, hein, il est stylé, mais comme il réduit fortement la santé max quand on l'équipe, je n'ai pas osé le prendre jusqu'à présent. J'ai pas voulu prendre le risque. Et ça c'est pareil, elle est vachement stylée cette gourde, mais tout ce qui réduit la santé, en fait, j'ai tendance à pas trop oser l'utiliser parce que j'ai quand même tendance à me prendre pas mal de coups pendant les combats. Donc bon. Nous voici à proximité de l'endroit où va se dérouler enfin le combat de boss final de ce chapitre 2. Donc c'était la toute dernière chose qui me restait à faire après avoir vaincu le tigre enragé. Alors j'ai abordé ce combat en étant assez stressée parce que j'avais entendu dire que c'était un boss horrible, qu'il y avait plein de gens qui galéraient contre ce boss, que certains avaient même abandonné le jeu à cause de lui. Donc je me suis dit oulala. Et en fait je l'ai trouvé étonnamment simple. Alors je l'ai pas eu du premier coup, mais par rapport au tigre de l'avant-garde qui m'a pris 2 heures entières, celui-là je l'ai vaincu en 10 minutes quoi, 10-15 minutes. C'était extrêmement simple en comparaison. Alors je sais pas si c'est uniquement grâce au dompteur de vent, le fameux artefact qui permet de bloquer certaines de ses attaques. Mais ouais, j'ai été très étonnée de réussir à le battre aussi facilement. En fait, ces attaques sont vraiment violentes, mais une fois qu'on apprend à les timer, elles sont pas si difficiles que ça à esquiver, en tout cas la plupart. Et le truc, c'est de rester vraiment bien collé à lui. Là, j'ai utilisé le fameux artefact. Au début, je savais pas trop quand le déclencher en fait. Et donc, je sais pas si c'est l'artefact qui a fait qu'il était immobilisé comme ça, mais je crois que oui. Il me semble que c'est quand on... En fait, quand il active son vent de Samadhi là, et qu'il invoque une espèce de fantôme, si on utilise l'artefact, il reste un peu immobilisé et vulnérable aux attaques. Alors que je crois que si on n'utilise pas l'artefact, il est inaccessible aux attaques pendant ce moment-là.
Bon, donc là, très clairement, j'ai pris cher parce que je connaissais pas ses mouvements et du coup, je me suis pris plein de trucs dans la figure. Mais comme je disais, une fois qu'on apprend ses mouvements, en fait, ils sont pas si durs que ça à esquiver. Et donc voilà, en fait, je crois que c'est là où il se cache derrière un mur invisible. Parce que du coup, il avait disparu de l'arène. Et alors c'est bizarre parce que je sais pas si c'est parce que j'ai débloqué l'artefact trop tard ou pas. Ouais, je pense que c'est ça. En fait, j'ai utilisé l'artefact après qu'il se soit caché. Donc il est resté caché derrière son mur de sable pendant quelques secondes. Je me suis battue jusqu'au bout. Avec le peu de santé qui me restait, je me suis battue jusqu'au bout.
Donc là, j'ai déclenché l'artefact dès le début du combat. Bon, ce qui n'est peut-être pas la meilleure option parce que il lance pas son attaque de vent spécial tout de suite, mais néanmoins, ça l'étourdit en fait pendant un moment. Au moment où on lance l'artefact, il se retrouve immobilisé plusieurs secondes. Bon, là, je me suis pris le scarabée sur la tête. Troisième tentative, je m'étais même sous-estimé, j'avais gardé le souvenir d'en avoir fait 4 ou 5, en fait je l'ai eu à la 3e tentative. 孽徒啊孽徒，你投二郎心法，夺大圣根器，还要师父的脑袋，就为在这黄风谷底一时快活。 阿弥陀佛，小施主，老衲乃是小须弥山之主，法号灵吉，
也是这鼠妖的看管之人。大圣陨后，六根不灭，散落到了世间。这贼鼠私下寻得其中一根，因自身修为有限，难以炼化，于是生了歹心。我不慎中了他暗算，连头颅也被他一并割去，做了存放根器、修炼邪法的容器，连带黄风岭再次生灵涂炭，我之罪也。此番重回大道，全赖施主智勇无双。这世上应只有施主一人有资格保全此物。来吧，替我收好它。J'ai été très agréablement surprise encore une fois par la petite histoire qu'on a eue à la fin, dans un style esthétique complètement différent de l'histoire de la fin du chapitre 1. Il y a vraiment une grande inventivité dans ce jeu, dans la mythologie. Ça me plaît vraiment beaucoup. 人也，兽也，佛也，妖也，众生自有根器，持优劣为次第，可乱来不得。你说对吗，孙悟空？你风沙里走了这一遭，可
可曾寻到天尽头的古国？又可曾撞上虎昌坠崖，石头打架？只怕你聋了耳又乱了心，越是贪图完满，越是搜不干净。鼠与虎都一样，没天命又不认命。小猴子，你听，那风里传来的都是求而不得的声音。寿星牵白鹿，老君骑青牛。文书作青狮，普贤御白象。这巨虫，说不准也是哪位的坐骑。信什么不好，偏要信妖。哼，不遵天道，必降天灾。盘古至今曾见风，不似这风来不善。那场风啊，乱了金刚，惊了罗汉，文殊走了青狮，普贤失了白象，弄得三界震颤。唉，这般法术高强的孽畜，遇见识人的师傅是他的福分，却也成了他的灾难。都说妖怪吃人，其实人也吃人，而且吃得更狠。那小小井底的公平交易，与外面又有何不同？救也救过，罚也罚过，躲也躲过，藏也藏过。先天一担丝，后天一把灰。八爪金龙又如何？动了凡心，菩萨也要吃亏。